Balinsky, vous êtes bien dans Paris Direct, dans cette édition spéciale consacrée donc à ces frappes américano-israéliennes sur l'Iran, des frappes qui ont donc débuté tôt ce samedi matin. Et dans la foulée, le président américain Donald Trump a pris la parole dans un message enregistré, diffusé sur son réseau social. Il a annoncé l'objectif de cette opération militaire qui a été baptisée Fureur épique. Écoutez-le. Nous allons détruire leurs missiles et anéantir leur industrie balistique. Elle sera totalement éradiquée. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes agissant dans la région ne puissent plus déstabiliser la région ni le monde. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. C'est un message simple. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Voilà donc ces propos de Donald Trump qui a donc décrit les buts de cette opération américano-israélienne contre l'Iran, empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, détruire son programme de missiles balistiques. Voilà donc les objectifs affichés par Donald Trump. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a lui pris la parole peu après. Il l'a dit, là encore, le but est d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, mais aussi de faire tomber ce régime de terreur qui est à l'œuvre à Téhéran. On va l'évoquer avec Mariam Pirzadeh qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Mariam. Bonjour. Rédactrice en chef ici à France 24 et surtout ancienne correspondante en Iran pour justement France 24. Mariam, première question avec vous. Est-ce que ces frappes américano-israéliennes, c'est la question qu'on se pose régulièrement, peuvent conduire le régime iranien à tomber ? Alors effectivement, c'est toute la question. Au mois de juin, ce régime a été affaibli par la guerre des 12 jours. Rappelons que cette guerre a pris fin après les frappes américaines contre 3 sites d'enrichissement d'uranium. Donc la guerre s'est terminée ainsi. Le commandement des gardiens de la révolution de plusieurs corps a été décimé. Là, visiblement, il y a déjà des premières pertes qui sont annoncées, en tout cas du côté des médias israéliens, notamment Amir Hatami, qui est commandant de l'armée de terre des gardiens de la Révolution. Donc là, il y a plusieurs scénarios possibles. Est-ce que ces frappes préventives, comme le nom l'indique, de la part des Israéliens, est plutôt d'éliminer un maximum de gardiens de la Révolution, dont donc la garde prétorienne du guide suprême Ali Khamenei, pour conduire à une guerre beaucoup plus massive d'ampleur qui viserait le changement de régime, ce fameux regime change, make Iran great again. C'est comme ça que Donald Trump l'a théorisé. Lui, il a changé d'avis plusieurs fois à ce sujet. N'oublions pas que là, l'Iran n'est pas dans le même état qu'au mois de juin 2025, après la guerre des 12 jours, où il y a eu un effet de sidération dans la population iranienne, qui a eu un peu un repli nationaliste, parce que c'était la première guerre qu'ils connaissaient pour la plupart. Là, les choses ont changé depuis janvier dernier, puisqu'il y a eu le plus grand massacre jamais perpétré contre la population iranienne. On parle d'au moins 30 000 morts après les manifestations du 8 et du 9 janvier. D'ailleurs, la contestation continuait dans les universités. Et Donald Trump, il a eu quand même un changement de rhétorique sur l'aide qu'il a voulu apporter aux Iraniens. Au début, il leur a dit « reprenez vos institutions, l'aide arrive », pour finalement négocier avec les Iraniens. Il y a quand même eu 3 rounds de discussion à Oman, puis ensuite 2 à Genève. Les derniers se sont achevés jeudi dernier. Très peu d'informations ont filtré. On sait juste que les dernières négociations de jeudi se sont pas très bien passées, puisqu'elles ont duré à peine 3 heures. Et je pense aussi qu'il y avait une approche très naïve, en tout cas de la part du président américain, qui espérait que les Iraniens capitulent, c'est quand même ce qu'a dit Steve Witkoff, ou négocient sur leur balistique ou encore leur ingérence dans la région, ce qui n'avait pas été possible déjà il y a 10 ans au moment de l'accord de Vienne de 2015, l'accord sur le nucléaire iranien. Là, en tout cas, si ils vont au bout de leur démarche qui est souhaitée par Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire un changement de régime, donc la fin de la République islamique, effectivement, le régime, avec une guerre longue qui va faire beaucoup de dégâts, est possible. Maintenant, reste à savoir quel est le but de Donald Trump, puisque Donald Trump, on le sait, a été élu sur plusieurs promesses, notamment celle de ne pas déclencher de guerre, et notamment de ne pas déclencher une guerre nouvelle au Moyen-Orient. Une guerre avec l'Iran, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas des frappes contre le Liban ou contre des cibles dans la région. Là, on part sur des semaines, voire des mois de guerre, avec beaucoup de dégâts. Là, les Iraniens ont commencé, la République islamique a commencé à riposter. Il y a des alertes au Bahreïn, à Abu Dhabi, donc tous les
les intérêts américains stratégiques qui sont dans la région peuvent être visés par les Iraniens. Les Houthis ont promis de l'aide à la République islamique. On sait qu'ils sont aussi aidés par des brigades chiites en Irak, complètement assujetties à la République islamique. Donc, reste à savoir quel est le but de guerre in fine de Donald Trump, puisque c'est lui qui va décider de la direction que peut prendre cette nouvelle guerre. Vous restez avec nous, Mariam. On va prendre la direction de Jérusalem où nous attend notre correspondante Noga Tarnopolski. Noga, rebonjour. La réplique iranienne à ces frappes américano-israéliennes est toujours en cours. Vous le disiez un petit peu plus tôt dans notre édition spéciale, des explosions et des interceptions ont eu lieu notamment dans le ciel de Jérusalem, mais c'est aussi le cas, il me semble, à Haïfa. Oui, c'est le cas aussi dans la Galilée, pas seulement à Haïfa, au nord du pays. Il y a apparemment une vague assez importante de missiles qui ont été lancés. D'après ce que j'ai pu voir avant de vous rejoindre, Antoine, ça inclut des missiles lancés par des Houthis au Yémen, une de ces proxys dont on parle tellement, un bras de la politique iranienne dans la région. Mais en Israël, ici, notamment à Jérusalem, en plein mois de Ramadan, il faut le souligner, on est presque à des sirènes non-stop en ce moment. Mariam, Pierre Zadeh, vous êtes toujours avec nous. Mariam, on parlait notamment de la réaction en Iran. Il y a une réaction qui ne s'est pas fait attendre, c'est celle du fils de l'ancien Shah d'Iran qui le dit, la victoire finale est proche. Alors, Reza Pahlavi qui est très actif ces derniers jours, puisqu'il a rencontré des forces d'opposition, notamment de gauche ou notamment des Kurdes. Donc là, il est à Paris, il rencontre du monde pour essayer de rallier un maximum de personnes autour de lui et s'imposer en fait comme un leader naturel pour mener l'après-République islamique. Reza Pahlavi qui a fait cet appel à manifester du 8 et du 9 janvier qui a été suivi des faits, puisque des millions d'Iraniens ont manifesté et il pensait avoir une aide américaine derrière. Et Donald Trump finalement avait décidé de négocier avec les Iraniens. Là, je viens de recevoir une vidéo. Visiblement, la maison de Mahmoud Ahmadinejad, donc l'ancien président de la République islamique, a été visée par des frappes israéliennes. Alors, il ne représente plus grand-chose au sein de la République islamique, mais c'est lui qui avait notamment annoncé la destruction d'Israël. Voilà pour les informations de dernière minute. Donc, on voit bien que les Israéliens, là, ont ciblé des cibles, enfin, ont vraiment visé des cibles très précises. N'oublions pas qu'au mois de juin, lorsqu'ils attaquent la guerre des 12 jours, ils visent les gardiens de la Révolution à l'intérieur de leur chambre à coucher. N'oublions pas Ali Shamrani, l'amiral Ali Shamrani qui était en charge de la sécurité nationale, qui est un des plus proches conseillers du guide suprême, qui a été visé dans son lit. D'ailleurs, pendant plusieurs jours, il a été annoncé mort et il avait fini par réapparaître avec 2 perfusions à chaque bras et finalement, il s'en est sorti. Donc, on voit bien que là, ce sont vraiment des attaques très ciblées contre des personnalités très symboliques, très actives de la République islamique. Là, pour l'instant, Internet semble coupé en Iran, donc on n'a pas vraiment d'accès à ce que peut penser la société de ces frappes. En tout cas, moi, de ce que je ressens depuis ce matin, 7h du matin, heure française, c'est qu'il n'y a pas cet effet de sidération comme au mois de juin dernier, au moment de la guerre des 12 jours, où cette guerre a pris par surprise la société iranienne qui, pour la plupart, connaissait donc la première fois une guerre, qui ne voulait pas de cette guerre, qui ne voulait pas de ces bombes. Il n'avait, n'oublions pas, aucun endroit pour se réfugier. Et cette fois-ci, elle est voulue, cette guerre. Ces frappes sont voulues par une partie de la société, puisqu'ils se sont rendus compte, après les massacres du 8 et du 9 janvier, que manifester à main nue et se faire massacrer, emprisonner, n'allait pas faire tomber le régime, et que pour eux, la seule solution peut venir de l'étranger, peut venir des États-Unis, peut venir d'Israël. Un Iranien me disait même, vous savez, être tué par Khamenei ou Pezeshkian ou Netanyahou ou Trump, ça ne fait plus de différence pour nous. Ça dit le niveau de désespoir de la société après ce qui s'est passé en janvier. Maintenant, concernant votre question sur le leader, la suite de la République islamique, la suite de l'Iran, je pense qu'on n'est pas dans cette temporalité-là. On n'a pas de nouvelles pour l'instant du guide suprême. Est-ce que vous, de votre côté, on a eu des signe de vie peut-être du guide suprême Ali Khamenei? Alors le guide suprême se cachait déjà ces dernières semaines. D'ailleurs, des opposants iraniens avaient ironisé parce qu'on voyait de la poussière sur son turban noir, signe qu'il se cachait. Vous savez, c'est un bunker, le Bet el-Abari, donc dans ce quartier Pasteur qui a été visé ce matin par les Israéliens. Ça fait des années que autour du guide suprême, on construit des souterrains profonds pour qu'il puisse se réfugier. D'ailleurs, pendant la guerre des 12 jours, il s'était réfugié dans un endroit secret.
Selon la chaîne Telegram du guide, il a été indiqué qu'il n'était pas à Téhéran au moment des frappes. Il faut dire que depuis hier soir, on s'attendait quand même à des frappes ce week-end de la part d'Israël. C'était imminent, compte tenu de la présence militaire sur le sol israélien, des annonces qui avaient été faites aux Israéliens, leur redire exactement où étaient les abris en cas d'attaque iranienne, des vols annulés à la dernière minute, des Téhéran, Istanbul, voilà, l'espace aérien iranien avait quasiment été fermé ces dernières heures. Donc les gardiens de la révolution qui protègent le guide suprême étaient aussi au courant de ces signaux convergents vers des attaques imminentes. Maintenant, il semble être à l'abri dans un endroit secret. Il sait qu'il est très wanted et sa tête est mise à prix par l'armée israélienne. D'ailleurs, au mois de juin, s'est posé la question de mener des frappes contre lui et finalement, c'est Donald Trump qui avait reculé. Parce que seuls les Américains possèdent cette bombe, cette B2, cette bombe qui peut franchir les différentes strates de bunkers, de souterrains. Celle qui a tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah notamment, c'est uniquement les Américains qui ont cette technologie-là pour pouvoir l'atteindre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est caché, il ne se trouverait pas à Téhéran. Il est dans le pays, c'est très très probable, puisque dans la culture chiite, on meurt en martyr et on ne part pas à Moscou comme Bachar el-Assad. Donc là, il se trouve dans le pays, mais dans un endroit extrêmement secret. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que ces dernières semaines, il y a un homme dont on a fait le portrait ces derniers jours à France 24, Ali Larijani. Ali Larijani, c'est un très très proche conseiller du guide suprême, Ali Khamenei, qui a de plus en plus de pouvoir et qui doit préparer l'Iran qui va entrer dans la guerre. Ali Larijani a établi une liste de successeurs potentiels pour chacun des membres des gardiens de la révolution. Ali Khamenei a lui-même désigné 3 successeurs. Vraisemblablement, alors ça n'a pas été communiqué, mais se trouverait son fils Mojtaba Khamenei, qu'on a annoncé comme successeur potentiel au moment de sa mort. Et il ne faut pas oublier non plus que Ali Khamenei, c'est un homme qui est très âgé, qui a déjà subi un attentat dans les années 80. Il n'a plus sa main droite, attentat de la part des moudjahidines du peuple en Iran notamment. Et il est sous dialyse, il a un cancer. Donc, on l'a vu au mois de juin quand il se cachait, quand il y a cette vidéo de lui diffusée, enregistrée à l'avance, qui a été diffusée sur la télévision d'État iranienne. On voyait un Ali Khamenei très faible. On voyait qu'il n'était pas en bonne santé. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte.